sont trois, hein, qui peuvent être des ONG, qui peuvent être, par exemple, l'IUCN, par exemple, le WWF, par exemple, on peut imaginer que la FPO y soit, mais je ne sais pas si elle l'est. Enfin bref, c'est cela. Seuls ont droit de vote les États membres, bien entendu. Sous cette plénière élargie, vous avez un bureau et vous avez ce qu'on appelle le Multidisciplinary Expert Panel, c'est-à-dire un espèce de concentré de scientifiques pluridisciplinaires qui sont à même de traduire en questions scientifiques ce qui peut émerger de cet ensemble qui n'est pas nécessairement scientifique, puisque vous avez des politiques avec des États. Hein. Ensuite, ce Multidisciplinary Expert Panel nomme les présidents d'évaluation et les présidentes d'évaluation, choisit les groupes d'experts et donc les auteurs coordinateurs. Et puis, vous avez un secrétariat qui est vraiment minimaliste, c'est quelques personnes, mais qui est très efficace, qui appuie ces évaluations. Alors, le schéma, les gouvernements et les observateurs, ils formulent des demandes d'évaluation à un moment ou à un autre, ils se posent des questions. Hein. Les contributions à les suggestions des organisations des Nations Unies ou des parties prenantes sont encouragées, c'est-à-dire c'est tout ce qui est observateur. Hein. Et puis, les sujets sont provisoirement évalués par le bureau et le Multidisciplinary Expert Panel, et puis présentés à la plénière pour discussion, pour donner ce qu'on appelle un scoping report. C'est-à-dire que quand vous partez, vous avez une feuille de route qui est le scoping report, et c'est sous la base de ce scoping report qu'on va faire un appel à candidature. Alors, il y a pour le moment des appels à candidature pour renouveler l'évaluation qui a été faite en 2019 sur l'état de la biodiversité, donc n'hésitez pas à y aller, je vous expliquerai pourquoi. Hein. Et c'est sur la base du scoping report qu'on fait le rapport. Alors, c'est un long chemin. Hein. Il commence ici, hein, c'est-à-dire que ça a commencé en 2021, où là, il y a la plénière qui a validé le scoping report. Dans l'intervalle, c'est-à-dire, vous voyez que ça a pris 1 an, il a fallu avoir un appel à candidature, puis sélectionner des experts, et là, ils étaient au nombre de 165. Hein. Première réunion à Francfort, où là, les gens font connaissance et commencent à se dire il faudra rédiger quelque chose, hein. Donc avec un plan qui a été préparé. On a d'abord une revue interne entre nous, les 165, sur un premier jet. Ensuite, après cette première revue, donc hiver 2022-2023, on a une revue externe auquel tout le monde peut participer. Il suffit de s'inscrire, hein, à la limite, le balayeur du coin peut s'inscrire et donner son avis sur cette évaluation. Bon, évidemment, c'est pas le balayeur du coin, hein, mais bon, ça existe. Et derrière, on se réunit encore une fois, physiquement, bien sûr qu'il y a eu entre-temps beaucoup de vidéos, de visio, hein, et dans cette réunion-là, ce qui s'est fait en Afrique du Sud à Skokuza, eh bien, on prend en compte toutes les remarques qui ont été faites sur cette première version. Alors, pour vous donner une idée de l'ambiance, sur le chapitre 1, il y avait 7 chapitres, sur le chapitre 1, on avait un peu plus de 830 remarques. Et on est astreint, normalement, enfin, pas normalement, on est astreint à répondre à toute une à une dans ce genre de tableau. Vous voyez là, vous avez la remarque ici, vous avez l'attribution, puis après, vous avez la réponse. Ce qui nous permet d'améliorer finalement les choses. Hein. Ça a été assez efficace d'ailleurs, parce que ça nous a permis de profondément remanier la première version. Ensuite, deuxième production, donc de la version améliorée, on se retrouve avec une deuxième évaluation externe. Alors là, on était content, on n'avait plus que 70 remarques au lieu des 800. On a pris en compte. Et enfin, on arrive entre-temps à produire ce qu'on appelle un... Alors là, on a le rapport qui est fini. Ça nous fait 1700 pages dans ce cas-là, qui est réduite à 50 par les coordinateurs de chapitre pour les politiques. Et ce qu'on appelle le Summary for Policymakers, hein, c'est-à-dire un truc résumé, qui est approuvé par les États, les 147 États membres. Donc, vous voyez, c'est un processus de 3 ans qui part de juin 2021 et qui s'est fini en 2024. Donc, on a un Summary for Policymakers, 1700 pages de rapport. Alors, la question, c'est de savoir si ça va servir à caler la table de nuit des gouvernements ou si vraiment les options qui sont dedans vont être utilisées. Ça, la suite de dira. Alors, l'IBES, bon, voilà, vous avez toute une série d'évaluations que vous connaissez peut-être pour certains déjà, on ne va pas insister là-dessus, et on va se regarder un petit peu plus le nexus. Alors, donc, évaluation des liens d'interdépendance entre biodiversité, eau, alimentation, santé, dans le contexte du changement climatique. Alors, c'est réputé être un des projets les plus ambitieux qui ont été entrepris, parce qu'effectivement, il y a un croisement pluridisciplinaire qui est assez
assez colossal, hein, sachant qu'on va des sciences humaines aux sciences les plus dures, quasiment de la physique de l'atmosphère, etc. On a un éventail sans précédent d'options de réponse. Alors ça, pour décloisonner les décisions et les actions, ça c'est le résultat, je vais y revenir. 165 auteurs, 6500 références pour appuyer tout ça, et je vous l'ai dit, 50 pages. Alors sachant que chaque affirmation de l'évaluation est soumise à un critère de robustesse, hein, sous deux axes, c'est-à-dire la preuve ou pas, quel est le degré de preuve de ce qui est affirmé, mais en même temps, quel est le degré de consensus sur la preuve. C'est quand même pas évident. Alors, consensus scientifique, hein, il ne s'agit pas de consensus politique. Hein. Bien. Alors, le problème, ben, il est là. Hein. Alors, je m'amuse avec cette diapo, c'est une diapo qui m'a été donnée par le service communication. C'est ce que j'expliquais à Dominique, hein, c'est qu'on a un service communication c'est costaud, on va dire ça comme ça. Donc, ils ont dit, bon, ben voilà, vous allez faire un rapport, vous aurez des milliers de pages, bon, ça n'a pas loupé, 1700 pages. Hein. On était quand même limité en pages, hein. Dans chaque chapitre, c'est 30 pages maxi. Vous le traduirez en 50 pages pour le Summary for Policymaker, et pour les journalistes, c'est 3 phrases. Bon. Ouais, je me suis dit, ils sont fous. Mais non, en fait, ça marche pas mal. Alors, le problème, ben, il peut se résumer à ça, hein, c'est qu'on est confronté à des crises qui sont interdépendantes de perte de biodiversité, d'insécurité hydrique et alimentaire, de santé, dans le cadre du changement climatique. Et le constat qu'on fait, c'est qu'elles s'amplifient l'une de l'autre. Alors, on verra que traiter l'une sans traiter l'autre, ça pose un tas de problèmes. Alors, les traités en silos séparés, ben, ça s'est avéré inefficace et contre-productif, et là, c'est chiffré. Mais c'est surtout ce qu'il faut dire, les solutions existent. Hein. Alors, le rapport, 75 options, il ne faut surtout pas les recommandations, parce que ça, ce n'est pas politiquement correct pour les gouvernements. Les options, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Nous, on dit rien, on n'a rien dit. Mais d'où options. Donc, 75 options pour aider à gérer ces crises ensemble, en utilisant des approches Nexus, avec bien sûr les co-bénéfices, je reviendrai. Et le troisième message, c'est qu'il y a un rôle pour tout le monde. C'est-à-dire que vous verrez que derrière, il y a des questions de scaling, c'est-à-dire de mise à l'échelle, et ça part pratiquement de ce que vous pouvez faire ici, à Levier, jusqu'à ce qu'on peut faire au niveau du monde, au niveau des grandes politiques internationales. Alors, comment dire, le schéma, il y en a, alors il y a des schémas illustratifs. Alors bien sûr, comme c'est systémique, c'est toujours compliqué les schémas, donc je vais vous épargner dans le détail. On y reviendra dans le détail, mais sur du local, ça sera plus facile. Bon, alors vous avez l'image apocalyptique dans laquelle on est peut-être un petit peu pour le moment, hein, c'est-à-dire qu'avec un système qui produit des silos et qui produit en même temps des pollutions augmentées, des changements climatiques, des qualités d'eau qui sont en sortie finalement pas très satisfaisantes, des systèmes de production de nourriture qui posent problème, des systèmes alimentaires qui posent problème, etc., etc. Et puis vous avez l'image radieuse de tout ce que ça serait si on ne fonctionnait pas en silo. Donc ça, c'est un petit peu comment dire, l'irénisme de ce genre de projet où on cherche quelque part à optimiser des choses qui ne sont pas pour le moment. Alors, oui, ça marche, parfait. Donc, on va entrer peut-être un peu plus dans le concret. Donc, quelques bonnes idées qui peuvent tourner mal. Alors, vous en avez une qui a été la nôtre, hein, et que il ne s'agit pas d'accabler, il s'agit simplement d'analyser, c'est d'augmenter la production alimentaire. Dans les années 50, c'était vraiment la priorité. Hein. Mais ça s'est fait à un moment où, vous voyez, quelque part, on ne voyait pas le reste. Quoi, hein. Donc, ça aboutit à ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle des années 60 à nos jours. Et donc, on voit les limites pour le moment, hein, puisqu'on a des problèmes de pollution, de perte de biodiversité, de diversité alimentaire, de santé, etc., etc. Autrement dit, avoir mis en priorité l'alimentation mondiale, ce qui était absolument nécessaire à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. On l'a fait un peu, totalement en silo d'ailleurs, hein, et pour le coup, ça a posé problème. Alors, je vous commence ce bouquin-là qui est vraiment intéressant. C'est une bande dessinée, mais extrêmement nourrie par une analyse scientifique derrière les thèses, etc., qui raconte ce qui s'est passé au moment du remembrement. Et il y a peu de documents qui le disent aussi bien et qui montrent en quoi on est vraiment dans ce schéma-là pendant le remembrement. C'est qu'on ne s'est pas du tout occupé de ce que ça faisait de couper des haies, de rectifier les cours d'eau, etc., etc. Quand je dis ça, je n'accable pas, peut-être que je me rappelle la même chose à l'époque. Hein. Bon, je n'en sais rien. Alors, le deuxième exemple, c'est la séquestration de carbone. Hein. On entend plantation indifférenciée d'arbres,
Non, on n'entend pas ça. On entend planter des arbres. Donc, je fais des kilomètres en avion et Air France doit payer la plantation d'arbres. Bah oui, mais il faut savoir quelle plantation on va faire, hein, parce que ça peut se faire au détriment de la biodiversité sur des espèces, sur des espaces qui sont dévolus à la production alimentaire, etc. Donc, on ne peut pas prendre l'un sans considérer l'autre. Et puis, pareil, diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Bon, on dit, par exemple, bah, il faut diminuer la consommation de viande, parce que le P et les héros, surtout des ruminants, ben, émettent du méthane, entre autres. Hein. Mais si on élimine aveuglément l'élevage, ça peut poser d'énormes problèmes. C'est-à-dire que si on remplace les zones d'élevage, ben, tiens, ce que vous avez autour de vous, par de l'agriculture intensive, conventionnelle, ben, en termes de pesticides, de nitrates, de décarbonation des sols, c'est pas dit qu'on va y gagner. Hein. Et puis, l'impact sur la biodiversité des paysages peut être très, très réel. Qu'est-ce qui se passe dans une zone de montagne où on ne peut pas cultiver? Je parle de l'Himalaya, par exemple, le plateau tibétain, ou des zones arides. Hein, la bordure sahélienne, par exemple, on ne va pas dire au peu de cultiver des carottes. Bon. Donc, à un moment donné, oui, il y a une vraie question hein, sur la diminution de la consommation de viande. C'est vraiment une orientation vers laquelle il faut aller. Mais il faut en même temps considérer ses conséquences dans les autres domaines qui sont l'eau, comment dire, l'eau, je vais y arriver, la biodiversité et puis la santé. Alors, le problème auquel on fait face pour le moment, c'est qu'on parle toujours de crise. Des fois, moi, j'ai un peu marre de la crise. Moi, ça fait depuis le premier choc pétrolier, c'est-à-dire dans les 70, j'étais jeune à l'époque, hein, on parlait de crise, tout le monde allait voir le bout du tunnel en faisant ceci ou en faisant cela. Or, je suis désolé, ça fait 50 ans, on va de crise en crise. Donc, c'est plus des crises, c'est un mode de fonctionnement. Hein. Bon. Donc, du coup, quelles sont les crises en fait? On a un problème avec la biodiversité, on a un problème avec le réchauffement climatique qui ne sont pas nécessairement liés. Régler le problème du réchauffement climatique, vous avez encore 90% de problèmes avec la biodiversité. C'est pour le moins assez marginal, le réchauffement climatique en termes de réduction de la biodiversité. Ça dépend, vous direz. Et puis, vous avez un problème de pollution. Ça fait déjà 3 crises à la fois. Puis alors, il y a le problème de la santé mentale qui vient derrière, parce qu'on a généré avec ça une angoisse chez les jeunes adolescents hein, qui ont du mal à encaisser le fait qu'on soit dans un univers maintenant qui est beaucoup plus instable que par le passé en termes de crise. Autrement dit, on n'est plus dans un système moins crise, on a un système beaucoup plus fluctuant par le passé, avec des amplitudes de fluctuation beaucoup plus considérables, et c'est bien cet ensemble-là qu'il faut arriver à considérer. Alors, les coûts de l'inaction. Alors bon, je vous montre les schémas qui sont dans le rapport, hein, c'est juste pour remplir la diapo, on va regarder plutôt ce qu'il y a là. Hein. Ils ont été chiffrés par des économistes, et c'est assez incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de fonctionner en silo, ils ont calculé que ça générait un coût de 10 000 à 25 000 milliards de dollars par an dans le monde. Alors vous me direz des chiffres pareils, moi ça ne me dit rien du tout, hein, c'est très loin de nos pays. Hein. En fait, le PIB mondial est de 105 000 milliards de dollars. Ça veut dire que ça coûte en quelque sorte de 10 à 25% du PIB mondial, le fait de fonctionner en silo. Alors ça, c'est un chiffre quand même assez parlant, assez frappant. C'est-à-dire que tant qu'on continuera à faire ça, on va perdre de l'argent. Et ils ont aussi regardé quel était le coût de l'inaction, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Hein. Et ils se sont aperçus que pour la biodiversité, il coûtera, si on ne fait rien, dans 10 ans, ça coûtera 2 fois plus cher. Déjà, ça donne tous les 10 ans, on double. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Et on a un coût de 500 milliards de dollars supplémentaires par an pour la mise en place d'une politique de lutte contre le changement climatique. C'est-à-dire plus on va avancer dans le système, plus ça sera coûteux de le réhabiliter. Et donc, on a 500 milliards de dollars supplémentaires pour la mise en place, etc. Alors, vous voyez, pour le moment, les ordres de grandeur, on parle pour le plan de réarmement de l'Europe, c'est 800 milliards l'emprunt. Donc, vous voyez, ça donne une idée des volumes qui sont en cause. Hein. Alors, les options. Alors, comment présenter des options d'un système avec multicritérié? Je trouve que là, ils ont fait très fort. Je le dis d'autant plus que c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Bon, donc ils l'ont présenté sous forme de disque et il y a 2 étapes. Il y a la première présentation des options. Alors, par exemple, le problème, c'est que quand on lit ça, on a l'impression d'avoir un programme de parti écolo. Bon, c'est pas ça. Hein. On est bien sur des choses qui sont fondées d'un point de vue scientifique à chaque étape. Hein. Alors, par exemple, vous voyez, la préservation des écosystèmes, c'est cette tranche de fromage-là.
Elle nous dit ici ce qu'on peut faire avec l'entrée santé. Ça ne se voit pas trop, oui, mais c'est la couleur bordeaux là. Hein. Orange, c'est l'entrée nourriture et vert, c'est l'entrée biodiversité. Donc, si on fait quelque chose, là, c'est area-based, pardon, c'est area-based conservation. Oui, c'est la conservation de zones protégées. Bon, eh bien, on aura à ce moment-là un certain nombre d'actions qui auront un effet sur les autres. Alors, je vais y revenir après. Donc, ce qu'on a mis en place dans les options qui sont décrites dans le détail, c'est simplement un schéma qui les récapitule. Là, vous avez pratiquement tout ce que vous savez déjà. Hein, c'est un peu normal, on est dans le métier. Moi, j'ai pas eu de surprise de trouver ça. L'alignement financier est quand même un levier important. Ils l'ont montré aussi dans le changement transformatif. Hein. C'est qu'à partir du moment où on finance quelque chose, ben, il faut le réfléchir au niveau global de biodiversité, eau, alimentation, santé. Sinon, on va à des problèmes. Alors, les problèmes, voilà. Enfin, les problèmes, la mesure des effets. C'est-à-dire qu'on a repris les 75 options et on a regardé si on agit sur une des options, ce que ça donne sur les éléments du nexus. Alors, je zoome parce que là, on ne voit rien. Voilà ce que ça représente. Vous avez ici la biodiversité, l'eau, l'alimentation, santé, réchauffement climatique. Bon, par exemple, si on est dans le groupe d'options conservation des écosystèmes, vous avez une conservation basée sur la surface, et ces fameux, comment dire, je ne sais plus combien de pourcents en aire protégée. Mondiaux, on est à combien? 30. Ça, enfin, bon, ça, on peut en discuter. Donc, 30% d'air protégé, ben voilà, normalement, ça aura un effet sur la biodiversité, sur l'eau, moyennement, sur l'alimentation, moyennement, sur la santé, apparemment, c'est bon, et sur le réchauffement climatique, ça l'est aussi. Vous voyez que vous avez des effets qui peuvent être très différents. Là, le ROID ici, bien sûr, bon sur la biodiversité, bon sur l'eau, mais par exemple, sur l'alimentation, ben, pas trop, parce qu'on va le faire sur des terres qui pourraient être consacrées à l'agriculture. Hein, je pense que c'est ça. Comment dire, la santé que vous voyez ici, ben là, il n'y a pas trop d'effet. Par contre, il y a un gros effet sur le réchauffement climatique, certainement par captation de carbone. Hein. Bon, alors là, quand on a l'impression d'être un peu au bistrot, parce que finalement, intuitivement, c'est des évidences. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière, on peut produire des articles scientifiques qui le prouvent. Donc, par rapport au gouvernement, on est beaucoup plus solide que de lever le poing en disant il faut faire ça. Quoi, hein. Alors, la feuille de route, hein, c'est aussi la manière de le faire. Hein. C'est une approche qui doit être promue par résolution collaborative de problèmes, c'est-à-dire que c'est plutôt du bottom-up que du top-down. Je sais que ce n'est pas la mode, surtout aux USA. Bon, hein. Elle doit être itérative, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que si on veut travailler en sortant des silos, on n'a pas la recette. Donc, il faut procéder par essai-erreur. Hein. Alors, vous avez ici les différentes étapes qui ont été schématisées. Hein. On a besoin d'un constat, on a besoin d'actions coordonnées, stratégiques, et puis on a besoin aussi d'implantation et de mise à l'échelle. Hein. C'est-à-dire que finalement, quelque chose qui se fait en local, la parabole du colibri, elle est gentille, mais elle a peu de chances d'arriver à l'international, ou en tout cas à une échelle suffisante pour avoir un effet. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Donc, on a quand même un problème, quelque part, d'upscaling et de downscaling. C'est-à-dire les décisions qui sont prises au-dessus, si elles ne sont pas faites en dessous, ça ne marche pas non plus. Hein. Donc ça, on n'a pas la recette pour le moment. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut procéder par itération successive, ça c'est les sociologues qui nous le disent, avec des retours, des feedbacks, etc., pour pouvoir progresser, mais dans cette direction-là. Alors, le changement transformatif, juste un mot, et je vais passer à quelque chose de plus concret, hein, enfin de plus local en tout cas. Eux, ils se sont penchés sur la manière, les leviers, on va dire, sociétaux, économiques, etc., qui permettent un changement transformatif vers une écologisation du système. Alors, vous avez des schémas comme ça, je ne vais pas entrer dans les détails, d'autant qu'en plus sur la diapo, on ne voit même pas ce qui était écrit, je suis désolé, parce que vous se voyez sur l'ordinateur. Une mention aussi, une attention particulière qui est portée aussi, et ça on l'a fait aussi au niveau du Nexus, sur ce qu'on appelle les indigenous and local knowledge, c'est-à-dire les connaissances indigènes et locales. C'est-à-dire qu'en fin de compte,
tout ne passe pas par la pratique scientifique. On dit ça comme ça. Alors, moi, j'avoue que j'étais toujours assez mal à l'aise avec ça, je vous le dis franchement, simplement parce que transparaît derrière la bonne conscience américaine d'avoir tué tous les Indiens, quoi, hein. Bon, j'exagère, mais c'est un peu ça, quoi, hein. Alors, maintenant, on est d'accord aussi que oui, il y a un vrai savoir qui existe, puisqu'il est éprouvé par les millénaires, qui fait que dans les sociétés traditionnelles, eh ben, la biodiversité, elle nous est parvenue jusqu'à maintenant à peu près intacte. Quoique, ça se discute aussi, parce que les disparitions euh, au quaternaire des grandes faunes, elles sont toujours liées à une colonisation par des populations dites locales, ou indigènes en tout cas. Donc, il faut de la nuance là-dedans. Mais l'idée est bonne quand même de prendre en compte la manière dont d'autres pensées que la pensée occidentale appréhendent un système. Hein, donc, il y en a en Amérique du Sud, enfin, il y en a plein en fait, hein, mais bon, vous connaissez tous la Pachamama en Amérique du Sud, etc. Donc, il y a certainement à prendre. Le dernier truc, et là je vais passer à du local, c'est de dire aussi, c'est pour vous encourager, si vous avez l'occasion de participer à ce genre d'évaluation, allez-y. Alors je sais bien que vous êtes en activité, donc que vous n'avez pas de temps à perdre. Alors, on fait ça comme ça, c'est-à-dire que vous avez été évalué sur les publications que vous allez faire, etc. Mais d'un autre côté, moi j'avoue que comment dire, j'ai appris beaucoup. L'ambiance est excellente, c'était constructive. De façon surprenante, les gens venaient de tous les pays du monde avec un sexe ratio à peu près équilibré, c'était plutôt en faveur des femmes, donc c'est nouveau, avec des disciplines qui étaient extrêmement diverses, puisqu'on allait des sciences humaines et sociales jusqu'à la physique, comme ça, ou la biochimie, hein. Et instantanément, les gens ont été plaqués pour travailler ensemble. C'est assez bizarre comme sensation, parce que d'habitude, c'est compliqué, la pluridisciplinarité. Je pense que les gens qui ont été invités à participer étaient aussi peut-être des gens qui avaient déjà une expérience de la pluridisciplinarité, donc on n'a pas pu réinventer depuis la peur. Mais j'avoue que j'avais peur, moi, en allant dans ce genre de truc, de trouver une espèce de bureaucratie onusienne avec un vocabulaire épouvante. Alors, le vocabulaire est quand même un peu épouvante, mais on s'y fait assez vite. Mais c'est une expérience intéressante. Voilà, c'était un témoignage que je voulais apporter. Alors, le problème du futur, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il ne faut peut-être pas paniquer parce qu'il y a déjà des choses qui se font, hein. Donc, on ne va pas tout réinventer, simplement, on a une direction à tenir pour le moment. Alors, cette direction, on va la décliner en deux, hein. Il y a une entrée santé, puisque quelque part, on est bien obligé d'entrer par quelque part, hein. Et c'est Camille qui va vous en parler cet après-midi, hein, avec le concept d'une seule santé, ONS, qui est finalement un cas particulier de Nexus. On y reviendra, mais avec une entrée santé. Donc, il y a tout un univers qui se met en place pour le moment autour de ce concept d'une seule santé, que vous avez peut-être déjà entendu. Donc, je ne vais pas manger ce que va nous dire Camille. Moi, je vais vous parler plutôt de ça, hein, d'une entrée système alimentaire, mais extrêmement appliquée au local. Il suffit de sortir et puis vous allez voir le paysage dont on va parler, hein. Voilà. Alors, alors, bon, là, c'est la diapo de pub, mais ce n'est pas que la diapo de pub. Ce que je ressens profondément, c'est que tout ce qu'on peut faire en anglais, à tous les niveaux, eh ben, ça ne percole absolument pas dans les administrations, les ARS, les agences régionales de santé, les DRAF, bref, là où ça se passe. Donc, on a un vrai problème qui est au-delà du problème de vulgarisation. C'est-à-dire, c'est comment on fait pour que les connaissances acquises puissent à un moment donné entrer le plus vite possible en application sur le terrain. Parce qu'on a peu de chances que les choses se passent si ce n'est pas bottom-up, à un moment ou à un autre, si ce n'est pas les gens qui font. Donc, si on a d'un côté une espèce de sphère onusienne où on dit des belles choses, mais en anglais, plus ou moins reprise au niveau national, mais au niveau national, et sans traduction en français, on est coincé. Donc, du coup, l'avantage de le traiter, c'est qu'il peut perdre du temps. Donc, je me suis forcé, moi, de produire des trucs en français. Alors, il se trouve qu'à l'Académie vétérinaire de France, j'ai une facilité de publication parce que je m'occupe aussi de bulletin de l'Académie. Donc, sur certains concepts, comme celui d'une seule santé, donc l'expliquer en français, l'idée de prévention de la propagation des zoonoses, plutôt que d'avoir des situations de réponse. Si vous êtes dans une ARS, vous allez voir que la prévention pour eux, c'est souvent ce que nous, on appelle la réponse. J'ai mon premier cas, qu'est-ce que je fais? Oui, mais si tu as ton premier cas, c'est trop tard, c'est que tu es déjà dans une épidémie. Bon, presque, hein.
surtout dans les zoonoses. Ça veut dire que ça s'est passé beaucoup avant. Il y a beaucoup de choses qui sont passées avant. La notion de santé des écosystèmes, alors ça, c'est très, très, très débattable. Là, il n'y a pas de définition réelle à ça. Hein. Enfin, réelle, il y a des propositions, mais c'est délicat. Hein. Mais la santé en général, il n'y a pas vraiment de définition. En fait, si vous regardez la définition OMS 46, c'est est-ce que tu es bien? Oui, je suis bien, donc tu es en bonne santé. C'est ça, en fait. Et pour le MSA, donc pour les animaux, c'est pareil. On a 5 critères, mais qui sont des critères de bien-être. Ce n'est pas des critères, c'est à la fois des critères de santé, des critères de bien-être. Mais la santé en elle-même est très dure à définir. Et encore, un homme, on peut lui demander s'il se sent bien. Un animal, c'est déjà un peu plus compliqué, mais bon, on peut peut-être y arriver. Un écosystème, il ne va pas dire s'il se sent bien. Donc, on a un problème de définition. Ceci dit, dans les définitions d'une seule santé, Camille y reviendra, on parle bien de santé humaine, animale, des plantes et des écosystèmes. Donc, quelque part, il faut bien qu'on fasse quelque chose avec ça. Hein. Donc, il y a une réflexion qui a été conduite là-dessus. Et puis, là aussi, un truc, Camille, vous parlez d'une seule santé. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui en parlent, pas beaucoup qui en font. Donc, on manque d'exemples. Alors, après, c'est difficile de prendre les exemples d'un copain puis de le critiquer. Moi, je n'aime pas bien faire ça. Donc, du coup, ce que j'ai fait, on a procédé à une réflexion rétrospective sur ce que nous, on avait fait en Chine sur un suivi d'une trentaine d'années, qui était multidisciplinaire, mais pas tout à fait une seule santé, pour s'autocritiquer d'une certaine manière en disant qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux avec ce concept-là. Hein, donc, en français aussi. Et ça, c'est surtout pour que les gens des administrations, les gens qui disent le français et qui ne disent pas l'anglais, puissent se calmer, plus que pour faire des publications high-rank, etc., etc. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en faire, hein, parce qu'on est coincé par l'administration pour que ça. Bon, alors, quelle étude régionale? Alors, ben, voilà, là, vous allez sortir. Ça serait étonnant que vous ne trouviez pas quelques prairies qui ont été atteintes, alors pas à ce point-là, du moins pas dans cette zone-là pour le moment, par les campagnols. Ça, c'est le gars que vous voyez là, c'est le campagnol terrestre. Il pèse à peu près 80 grammes. Une prairie normale, c'est ça, ici, au printemps, au mois d'avril. Hein. La même au mois d'avril, sur une population de campagnol. Bon. Donc, ça vous donne une idée à peu près de la capacité de destruction de cumulation, hein, où là, vous avez à peu près 10% de la prairie qui est, enfin, vous récoltez 10% de la biomasse maxi, puis encore, c'est plein de terre, tout ça, donc c'est pas trop bon pour préparer les fromages, en fait, c'est un vrai problème. Bon. Alors, je vous passe la manière dont on a travaillé, on va aller tout de suite sur comment on intègre tout ça. La manière dont ça se passe, ben, vous l'avez ici, hein, c'est-à-dire qu'on a des vagues voyageuses, ça c'est le département du Doubs, vous êtes à peu près ici, sous mon point rouge pour le moment. Hein. Et puis, tous les 5-6 ans, ben, vous avez une vague qui passe, alors beaucoup plus déformée que ce que j'ai mis ici. Hein. Ici, c'est pour simplifier, que vous comprenez tout de suite ce que c'est que cette onde. Vous avez la réalité à droite, hein. Alors, toujours des zones de démarrage, on a vu qui fonctionnaient, puis après, ça percole vers le haut. Donc, ça part sur le premier plateau ici, à la limite premier et deuxième plateau, puis après ça percole vers le Haut-Doubs jusqu'en Suisse. Bon. Et où la vague va mourir dans le Jura plissé et les zones de prébois. 2024, ben voilà, c'est du récent. Hein. 2024, on est là. Pour le moment, on est ici. Nous. Pontarlier est ici, le Lier doit être à peu près ici. Donc, vous voyez, on est dans un moment de faible densité. Hein. Si on veut voir de la forte densité, il faut qu'on monte sur Moult ou bien sur Chapelle des Bois ou qu'on descende un peu plus du côté des Penois, Nantais. Bon. Allez. Ah ouais. Alors, le paysage, voilà. Bon. Mais en fait, si on raisonne en termes de problèmes dans le système paysager, ben, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tout un tas de questions qui se posent, d'intérêts qui ne sont pas forcément convergents, de questions qui ne sont pas forcément convergentes. Hein. On a des pics épidémiques de fièvre hémorragique à syndrome rénal. Bon. Très stable ici, depuis des années et des années. Alors, ce n'est pas régulier, mais on va dire en moyenne tous les 5-6 ans, vous avez 200 cas de fièvre hémorragique, en mort en général, pas plus. Bon, ça ne paraît pas beaucoup, parce que c'est dans le Haut-Doubs, mais c'est à peu près la même mortalité que la Covid. C'est donc pas terrible. Bon, vous allez me dire, c'est des gens qui sont souvent immunodéprimés aussi, mais c'est aussi pour la Covid. Donc, voilà. Alors après, vous avez des grands dans les journaux, c'est le campagnol et le hantavirus. Sauf que le campagnol, il y a une dizaine d'espèces.
Et ça, c'est un campagnol forestier, c'est le campagnol roussard qui est déjà bon, hein. Donc, ce n'est pas le même que celui dont on parle là, hein. Alors, vous avez les problèmes des dynamiques de population du campagnol terrestre, hein. Vous avez le problème des réponses des prédateurs à ces variations, puisque ça induit tout le système. Alors, à partir du moment où vous avez des moments où vous avez des kilos de viande dans les prairies à l'hectare, et des moments où il n'y a plus rien, bah, les prédateurs, ils sont obligés de suivre. Donc, ils suivent en s'adaptant par le nom, mais aussi ils peuvent suivre en changeant de régime. Si c'est en changeant de régime, ça veut dire qu'il y a des proies secondaires, on va les appeler comme ça, qui peuvent vainquer. Ça va être le grand tétras, ça va être le lièvre, ça va être etc., qui sont pris dans une sorte de, dans une sorte de puits de prédation. Ils ne peuvent pas s'en sortir, sauf s'ils sont à basse densité. Vous avez le problème d'un parasite qui est transmis plus aisément dans ces périodes de forte densité de campagnol. Et puis, vous avez aussi le fait qu'on s'est aperçu que l'exposition à certains environnements agricoles était protectif par rapport aux allergies atopiques. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'allergie atopique? Eh bien, en gros, vous devez forcément connaître ça parce que vous avez des gens dans votre famille ou autour de vous qui ont de l'asthme, qui ont des dermatites atopiques, on ne sait pas trop bien pourquoi. Vous avez des maladies type maladie de Crohn, etc., qui sont des maladies plus ou moins auto-immunes. Donc, c'est tout ce qu'on met, ça sous le chapeau, comment dire, aide-moi Camille, c'est pas allergie atopique le vrai nom? Si? Elle n'est pas là? On dit allergie atopique, c'est correct, hein? Bon, ok, ça marche. Et on s'est aperçu que quand on est exposé dans son jeunage à des environnements fermiers traditionnels, c'est-à-dire riches en allergènes, eh bien, on développait beaucoup moins d'allergies atopiques que si vous êtes dans un environnement urbain ou sur une ferme moderne. Ce qui pose un problème, puisque là, on est dans un cas où le microbe devient utile, puisque c'est lui qui va quelque part générer votre immunité dès votre prime enfance et empêcher que votre organisme réponde n'importe comment comment dire, à ce qu'il va considérer comme étant étranger et qui peut être vous-même. Donc ça peut poser des problèmes. Alors, il a fallu 25 ans à peu près pour arriver à ça, mais je vais quand même vous le décortiquer à peine, hein. Parler après de Nexus. Hein. En gros, si on part du départ, on a eu la politique agricole commune, années 50-60, ça nous ramène à ce remembrement dont on a parlé. On a eu aussi une amélioration de l'agriculture. Quand je dis amélioration, d'un point de vue agronomique, l'agriculture de maintenant est beaucoup plus performante qu'elle ne l'est dans les années 50. Sur un hectare, vous produisez beaucoup plus en clair. Bon. Ça a conduit pour nous à une spécialisation herbagère, puisqu'on a attribué à chaque région une vocation principale. Bon, la Beauce-Labrie, c'est la production de céréales. Nous, c'est le lait et le comté. Bon, pas que le comté. Et ça a conduit à une diminution des surfaces labourées, donc aussi l'augmentation des tailles de parcelles pour qu'on puisse les mécaniser, et du coup, une augmentation de la productivité prairiale et de la connectivité prairiale, les deux. Alors, quelle est la conséquence de ça? Ben, ça étant élevage, on n'a pas manqué de fumier. Comme il y a eu beaucoup de fumier, on a enrichi le sol en matière organique, captation de carbone, rien à dire. Hein. Mais ça, c'est bon pour les taupes. Hein. Donc, c'est qu'elles sont, et voilà. Hein. Donc, du coup, on a augmenté les populations de taupes, les galeries de taupes dans les prairies, hein. Surtout qu'on ne labourait plus. Donc, ça, c'était bon. Et ça, on a montré que ça facilitait la colonisation des parcelles par le campagnol terrestre. Bon. L'autre bout, c'est que s'il y a plus d'herbe en dessous, au-dessus, il y a des racines, et plus de racines en dessous. Bon, donc ça, c'est bon pour le campagnol terrestre. Donc on a augmenté les densités moyennes, donc tout allait dans le sens de booster les populations de campagnol terrestre, donc d'augmenter les populations de prédateurs, ce qui s'est passé. Et on a eu, par la simplification du paysage, des prédations qui ont été à dominante spécialiste, c'est-à-dire plutôt fondées sur des petits mustélidés dans les grands autochtones. Ça, c'est très déstabilisateur, c'est qu'on a des pics très hauts et des bas, et comment dire, des basses densités très basses. Ça amplifie les variations sur ce genre de prédation. Et du coup, on a eu des phénomènes de densité dépendance retardée avec des reports de prédation et des pics de prédation qui touchent la conservation. Bon, je repars là. L'augmentation des populations de prédateurs et de campagnols terrestres, ben ça, c'était tout bon pour la transmission de l'échinocoque alvéolaire. Donc, problème de santé. Et puis, ici, toutes ces augmentations, ben, on le constate dans les rivières pour le moment, la Loue notamment, qui est une rivière de résurgence dans le coin, et qui a perdu à peu près
de 40 à 60% de sa biomasse de salmonidés. Et donc, avec une remontée en seconde catégorie qui va par la source, mais pas loin maintenant. Hein. Donc, on a des problèmes de qualité des eaux. Donc, vous voyez que le système, si on veut le comprendre, c'est ça. Donc, si vous prenez un bout, vous tirez tout. Hein, on n'a pas le choix. Donc, on ne peut pas travailler sur les kinopores alvéolaires sans considérer le reste. On est bien dans un système, on est bien dans un nexus. Et c'est là que je voulais en venir. Hein. C'est finalement comment on arrive à travailler là-dedans. Je ne savais pas que tu étais là, Dominique, du coup. Voilà. Oui, parce que c'est un bouquin qu'on a écrit qui raconte en partie sur un chapitre cette histoire-là. Et je n'aurais jamais écrit si Dominique n'avait pas voté les fesses. Donc, bon. Alors voilà. Donc, ce qui sort en quelque sorte de ces analyses, bon, alors je vous passe les publics, je vous passe les démarches, etc., parce que là, on dit jusqu'à demain, hein, c'est qu'en fait, on a bien un contrôle multifactoriel et multiscalaire du système, avec des variables qui vont être différentes selon les échelles à laquelle on se place. Donc, il faut d'abord aller du global vers le local pour y comprendre quelque chose. Si on était au milieu de la Brie ou de la Beauce, on s'en ficherait bien d'avoir une parcelle d'un hectare de prairie. Bon. Par contre, comme on est dans un système qui est presque à 100% prairie, à ce moment-là, les variables qui sont en dessous, ben, elles sont efficaces et elles se déclinent. Alors, le résultat, c'est qu'on ne comprend pas vraiment tout ce qui se passe, mais on peut agir. Alors ça, c'est une notion qui est assez, qui est contre-intuitive. Moi, quand j'ai démarré ma carrière, la démarche reine en écologie, et pas qu'en écologie, c'était la démarche popperienne, réfutation, etc., hypothèse, réfutation, et c'était impeccable quand on faisait ça. Et on était passé un peu pour des branleurs, il faut bien dire, de ne pas le faire. Bon, elle est très, très descriptive, très corrélative. Sauf que la démarche purement réductionniste sur des systèmes dont on ne connaît pas la complexité, elle a abouti, en tout cas pour les campagnols, à une longue liste de conclusions sur 60 ans sur ce qui n'explique pas. On élimine les hypothèses, c'est pas de problème, c'est normal, on élimine toutes les hypothèses unifactorielles. Si vous allez vers les hypothèses multifactorielles, vous êtes coincé parce que tout peut arriver. Donc vous n'avez rien à réfuter, d'une certaine manière. Donc on est un peu coincé. Alors ce qui fait qu'à un moment donné, on n'est peut-être pas totalement sur la jambe, c'est qu'en fait, on a réussi à ce que les agriculteurs puissent contrôler leur pollution. Mais en leur donnant une sorte de boîte à outils, et ils jouent sur les différents leviers dont on sait, dans le schéma précédent, qui peuvent agir sur la dynamique des populations de campagnols et sur le reste. Hein. Voilà, et donc avec une réduction aussi d'usage à l'époque c'était la rhodium, mais des anticoagulants rodenticides, ah oui, dans certaines zones, juste à côté d'ailleurs, ça a été diminué par 40, donc c'est quand même un peu, 40, on a utilisé 40 fois moins, donc c'est quand même un peu mieux qu'Ecophyton. Et avec des constats réels sur la faune sauvage, vous voyez ici par exemple la réduction d'usage de la bromadélone et en même temps, donc, tout en contrôlant bien sûr les populations, hein, pour les agriculteurs qui veulent les contrôler, mais en même temps, il y a la reconstitution des populations de renards de ce fait. Là, vous êtes en rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de renards, c'est beau, et là, vous notez la population. Alors, le problème, c'est ça. Le problème, c'est comment on gère les multi-usages. Je vous passe les résultats purement scientifiques sur la démographie des campagnols, démographie des renards, etc., etc. On prend du recul. Comment on gère un collectif d'intérêts divergents? C'est ça le problème, en fait. Hein. Alors, apparemment divergents. Alors, bon, on a un exemple qui est celui-là, celui de la gestion du renard. En 2019, le renard devait être ou non classé ESODE, c'est-à-dire espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Là, ça vire à l'hystérie. Les associations de protection de la nature disent le renard doit être protégé. Une partie des agriculteurs dit il doit être protégé aussi, parce qu'il mange les campagnols. Bon. Une partie, alors les chasseurs, les fédérations de chasse sont très circonspectes, sont ouverts à la gestion parce qu'il y a le code du lièvre. Les gens qui sont du côté de la protection du renard, bon, ils passent un peu sous le tapis le grand tétra, et puis, le lièvre, c'est une affaire de chasseurs, donc ça ne les intéresse pas. Vous avez les piégeurs, eux qui veulent bien sûr que le renard soit les autres pour pouvoir piéger toute l'année. Au début, je me disais, ça c'est quand même bizarre. En fait, j'ai compris que ce n'est pas tellement le piégeage du renard qui les intéresse, c'est le rôle social qu'ils ont dans un village. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on leur dit vous piégez plus, ils ne savent plus rien dans le village. Et du coup, c'est souvent des retraités, des gens qui ont un peu de temps,
Ils ont un rôle, c'est des gens, j'ai une fouine dans mon grenier, tu ne pourrais pas m'en débarrasser. En général, ils perdent de l'argent, ils ne sont pas payés. Hein. Et donc, ce rôle social, ça les conduit à dire, le renard, il faut qu'il soit isolé. Ce n'est pas du tout un problème de gestion du renard. En fait, hein. Voilà, alors donc, du coup, sur quoi ça aboutit? D'abord, ces gens-là ont eu la raison de dire, voilà, on n'est pas sûr de tout ce qu'on dit, donc il faut qu'on ait des éléments de preuve. Et il y a eu un deal, c'est-à-dire on va réunir les éléments de preuve. Alors là, c'est nous qui avons piloté, en tant que travailleurs de la preuve, la démarche, hein, en essayant de les aider à co-construire des protocoles. Mais ces protocoles-là, on n'aura pas de résultat avant 10 ans, parce que c'est un cycle de publication. Hein. Bon. Donc, entre-temps, ils voulaient avoir quand même enfin, agir. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle la mesure sociale, qui a été un compromis de dire qu'on déclassait le renard, c'est qu'on ne le mettait pas isolé dans toutes les communes où il y avait des agriculteurs qui étaient en lutte intégrée. Donc, ça fait 117 communes-là. Et pour les autres, on le laisse isolé. Vous voyez, ça aboutit à une gestion différenciée. Celle-là, elle n'est pas scientifiquement fondée, mais là, il y a un appel à fonder les choses scientifiquement. Alors, je vais vous passer la vidéo, là. C'est 4 minutes, c'est pas très long, mais qui vous dira mieux que moi ce qui se passe. Beaucoup l'ignorent et lui ne s'en doute sûrement pas, mais le renard est au cœur de nombreux débats. Tous les 3 ans notamment, quand il s'agit de savoir si le renard est une espèce nuisible ou non. On parle aujourd'hui plus précisément d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et dans le Doubs, comme ailleurs, c'est avec un arrêté ministériel qu'une réponse binaire doit être apportée à cette question. C'est oui ou bien c'est non. Et l'air de rien, ça change beaucoup de choses pour le renard sur sa régulation par tir ou piégeage qui peut ou ne peut pas être autorisé en dehors de la période de chasse. Pour prendre cette décision, sont réunis autour de la table agriculteurs, chasseurs, naturalistes, chercheurs et représentants de l'administration. Pas facile évidemment de mettre tout le monde d'accord et pas facile de statuer sur cette question. Surtout que le renard occupe une place particulière dans l'imaginaire collectif et que sa densité est variable, mais en moyenne plutôt élevée dans le Doubs. Certains lui reconnaissent un intérêt en tant que prédateur de campagnols, ce petit rongeur qui peut faire des grands dégâts dans les prairies du secteur. Certains, à l'inverse, lui reprochent d'être toujours un voleur de volailles et de décimer des espèces sauvages comme les lièvres ou les oiseaux. Et pour finir, on pointe sa responsabilité dans la transmission de l'échinococcose alvéolaire, une maladie parasitaire transmissible à l'homme dont le Doubs est l'un des foyers historiques. Chacun a donc ses arguments, ses contre-arguments et ses interrogations quant au classement ou pas du renard comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. En novembre 2018, émerge l'idée du projet Carelli. Avons-nous toutes les données suffisantes pour pouvoir décider? Sur la centaine d'articles scientifiques épluchés, aucun ne répondait totalement à cette problématique. Une autre question se posait, c'est l'applicabilité de ces résultats par rapport à nos écosystèmes du massif jurassien. Pour trancher, il faut échanger des savoirs, réunir des informations et surtout les analyser. Carelli, pour campagnol, renard, lièvre, a regroupé dans notre département de nombreux acteurs. L'objectif étant d'arriver à guider et objectiver les futures décisions concernant son classement. Alors le programme Carelli va se dérouler dans 2 zones du département pour tenir compte de la variabilité des milieux et du coup on va se retrouver avec une zone sur les premiers plateaux et une zone dans la zone de montagne sur lesquelles le statut du renard est différent. Un premier secteur où le renard sera chassé et piégé, et puis un deuxième secteur où là au contraire il ne sera ni chassé ni piégé. De fait il sera intégralement protégé sur ces 2 secteurs. Et c'est cette différence de statut que le programme Carelli tient à comparer. Et pour cela, un certain nombre de paramètres seront mesurés dans ces différents secteurs. On va ainsi quantifier la variation d'abondance des renards, des lièvres et des espèces d'oiseaux nichant au sol, mais aussi quantifier l'abondance des campagnols. En parallèle, on va suivre l'échinococose et les renards porteurs de cette maladie. Les dégâts causés par le renard seront également recensés. Une telle étude ne se mène pas en quelques mois ou en une année. C'est sur le long terme que le dispositif Carelli a pour but d'exister, au moins 10 ans, afin de couvrir un cycle démographique de campagnols. Toutes ces opérations feront l'objet d'un suivi sociologique. Il s'agira de s'intéresser à la controverse portant sur le statut du renard et de suivre la dynamique du collectif qui conduit cette étude. Il s'agit donc de se saisir d'une occasion pour forger de nouvelles méthodes d'aide à la décision. Par exemple, créer un modèle d'approche socio-écologique qui pourrait être repris pour d'autres espèces ou dans d'autres espaces. Donc l'idée est de travailler sur des bases scientifiques, c'est-à-dire des questions et des protocoles rationnels qui sont co-construits par toutes les parties prenantes.
Cette manière de travailler ouvre la voie à des choix raisonnés et raisonnables. Par exemple, de gestion des espèces, si nécessaire, pas obligatoirement, et donc de protection de la biodiversité dans son ensemble. Alors, pour suivre, donc, en fait, là, c'est une capsule qui a été faite en 2003, c'est il y a 2-3 ans. Depuis, sous la pression des gens, ils me disent, oui, pourquoi vous ne travaillez pas sur la maladie de Lyme, parce que c'est quand même important pour nous, etc. Et je pensais que ce n'était pas possible, parce que, bon, pour des tas de raisons, je me suis adressé au centre de référence de Nancy, puis on a dit, qui m'a convaincu que si c'était possible en travaillant sur l'échantillon analytique et pas forcément les autres, c'est-à-dire en ramassant au drap, avec un drap. Et du coup, on a un module TIC qui s'est greffé depuis cette année. Et donc, ce système Carelli, par agrégation successive, vous voyez qu'il devient un nexus. On va parler de santé, on va parler d'alimentation directement, on va parler des campagnols, on va parler d'une certaine manière de biodiversité avec les espèces protégées, etc. Et donc, on est dans là-dedans. Alors, comme j'ai affaire à Oscar, donc des gens qui ont l'habitude du long terme normalement, mais de l'instrumenter. Donc, clairement, on n'a pas de capteur à renard. On ne peut pas mesurer l'abondance des renards si facilement que ça. Donc, on est obligé de passer par des méthodes que je ne vais pas vous détailler, mais qui sont des méthodes probablement différentes de ce dont vous avez l'habitude. Du point de vue de la santé, ces observations long terme, elles sont fondamentales. Vous avez vu dans la capsule qu'on insiste sur le fait qu'il faut 10 ans si on veut avoir toutes les variations du système. Alors, pendant la crise Covid, j'avais vu la célébration de ce qu'on appelle les Virus Hunters. Yeah! Donc, c'était super, la forêt tropicale, c'est crépusculaire, on y va avec une lampe et puis on va faire l'inventaire des virus et ça va sauver le monde. Bon. Alors, ça m'avait un peu agacé. Vous avez remarqué? Pas tellement parce que ces gens-là ne font pas du beau boulot, c'est intéressant quand même ce qu'ils font. C'est la prétention que ça avait à prévenir la pandémie suivante. Alors, en gros, vous connaissez tous Serge Morand, j'imagine, il est connu au CNRS, c'est un gars qui est vraiment impliqué dans l'ONS, il est basé plutôt en Thaïlande, mais il a fait beaucoup pour le concept. Il a participé à cette étude à multi-auteur, et vous voyez qu'il y a 3284 rongeurs insectivores qui ont été échantillonnés en Thaïlande, au Laos, au Cambodge. Là-dessus, ils ont trouvé 495 579 virus. Ce n'est pas vraiment des virus, c'est génotypes, on va dire ça comme ça, qui aboutissent à 96 familles. Là-dedans, il y avait 7610 virus ARN non connus. Waouh! Alors, ça, c'est dans l'ADN. Les virions, on ne les connaît pas, on ne sait même pas s'ils existent. Donc, ça pose tout un tas de questions. Alors, ça a l'air impressionnant, 3284 rongeurs, mais bon, à l'échelle de la Thaïlande, du Laos et du Cambodge, c'est-à-dire à l'échelle de l'Europe, c'est que dalle. Moi, 3000 rongeurs, je vous les fais en 15 jours dans le foin. Donc, on l'a fait d'ailleurs. Bon. Alors, c'est la thèse de Petra Villette qui a été. Alors, ça aussi, c'était une circonstance assez marrante. C'est-à-dire que c'est les paysans qui ont dit Patrick, moi j'aurais dit, bon, ça y est, on a fait tout ce qu'on pouvait, maintenant on ne peut plus rien faire. Oui, mais on veut comprendre pourquoi il y a des déclins. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a des déclins, pas vraiment en tout cas. Et donc, j'ai dit oui, mais c'est pas possible parce que c'est trop compliqué, les virus, les bactéries, etc. C'était l'époque où le New Generation Sequencing commençait à venir. Je réexplique, puis je dis ça coûte très cher, il dit ça, les sous, c'est notre problème. Alors effectivement, c'était leur problème, c'est qu'un an après, ils avaient 400 000 euros du ministère de l'Agriculture, alors ça c'est la puissance de la FDSEA, de la FNSEA, bon, et on a pu faire la thèse de Petra Villette. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Petra, elle a travaillé sur les bactéries, parce que les virus, c'est beaucoup, beaucoup trop compliqué. Et elle a pu montrer qu'il y avait 155 OTU qui étaient distribués dans les populations qu'elle a échantillonnées. Alors là, on est dans les milieux aussi, sur des surfaces beaucoup plus petites. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que parallèlement, on a le suivi long terme. Sur 20 ans, dans la ZELAC, oui, c'est la ZELAC là. La ZELAC, c'est un vol d'oiseau à 5 km dans cette direction-là. Donc ça, c'est un suivi de 20 ans. Vous avez les variations d'abondance des campagnols, ça c'est la ligne qui est derrière, la ligne grise. Et puis vous avez les variations d'abondance des prédateurs dans leurs différentes espèces, catégories. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que en 20 ans, la structure de la communauté de prédateurs, c'est plus la même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aviez une dominante qui était la plus variable,
Puis maintenant, c'est plutôt le renard et en partie aussi le Milan Royal qui était finalement assez rare au début. Bon, ben ça parle quand même. Ça veut dire que, imaginez que vous soyez un virus hunter. Okay, vous arrivez, vous faites votre catalogue à ce moment-là. À quoi il sert quand on est là? Rien. Bon, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de catalogue de virus. Et si on veut à un moment donné intégrer ça dans un système, c'est de ça qu'on parle, on est bien obligé à un moment donné d'avoir des suivis long terme, démographiques, sur des trucs qui sont vachement durs à mesurer. Parce que je vois Marc qui rigole parce que lui, il s'en fout, il faut 2 capteurs dans un ruisseau, puis c'est bon. Bon. Non, c'est pas si simple. Hein. Bon, là, je rigole. Hein. Bon, d'accord. Hein. Bon, hein. Mais bon, il y a quand même une instrumentation qui est possible. Bon, nous, il n'y a pas d'instrumentation possible pour le moment sur ce genre de trucs. Donc, on est dépendant, je vais arrêter, oui. On est dépendant de tout un tas de choses. Donc, voilà, est-ce que on a des virus hunters ou des virus fishers? Mais l'idée qui est derrière, c'est surtout l'idée de l'observation long terme, même avec des protocoles qui ne sont pas ceux qu'on voudrait. Ça, c'est pour le financement. Ça vous donne une idée de comment on fait du long terme. Hein, c'est pas du patchwork de trucs qui étaient inattendus et imprévisibles. Les systèmes complexes, je passe vite parce que je suis au bout. Les objectifs de gestion, ben voilà, on est obligé de gérer des gens qui sont en pleine contradiction. Alors ça, c'est important aussi, c'est de se dire que les temporalités ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Entre le paysan qui fait son bilan en fin d'année et le chercheur qui fait son bilan 10 ans après, ben, il faut que chacun se convainque que l'autre est utile. Hein. Le problème de la confiance, je ne veux pas insister parce que je suis au bout de la communication et de mon temps, mais ça, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas construire quelque chose si les gens n'ont pas confiance. Hein. Et voilà.